Vous avez bien mérité une petite devinette hein, pour commencer ça. Donc, je vais vous parler de vigilance en Languedoc-Roussillon, dont le but principal est d'éviter la réitération des tentatives de suicide. Réitération, c'est un choix en termes d'éléments de langage pour ne pas stigmatiser avec des récidives, récidivants, récidivistes, parfois un terme réservé à la justice et pas pour des bonnes raisons. Donc une première devinette, là encore, la différence entre les accidents sur la route et le suicide. Vous me voyez venir avec mes gros sabots de tout jeune psychiatre. En fin de compte, c'est le nombre de décès annuels, puisqu'on répertorie à ce moment-là, en 2012, hein, sur les données qu'on a issues d'ailleurs du rapport de l'Observatoire national du suicide, 9715 cas de suicide, ce qui est 3 fois plus quasiment que la mortalité sur la route. Alors l'idée, vous le savez, en termes de prévention, c'est pas de comparer les causes, chaque cause se vaut, mais au contraire de voir qu'est-ce qui fonctionne. Et je suis très heureux parce que tout à l'heure, dans la bouche du professeur Thomas, j'ai entendu exactement cette idée-là, qu'il fallait voir qu'est-ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui a fonctionné? Alors, voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné? On ne va pas reprendre toute l'histoire de la prévention routière, mais c'est qu'il y a eu de nombreuses mesures depuis les années 70, notamment avec l'introduction de la ceinture de sécurité, les limitations de vitesse, et là encore on fait l'actualité puisqu'il y a d'autres mesures de prévention pour la sécurité routière qui arrivent. En tout cas, à chaque mesure, que ce soit le contrôle de l'alcoolémie, la formation, la sensibilité, les campagnes de pub, on est arrivé à faire un pas dans la prévention, et notamment jusqu'à arriver à ce logo qui peut-être vous parle déjà, c'est sécurité routière, tous responsables. Si je vous en parle, c'est je pense qu'il est important, et vous vous sentez probablement tous responsables par rapport à la sécurité routière. Qu'en est-il de la prévention suicide? Comme le temps est limité, on ne va pas reprendre toute l'histoire de la prévention, mais il faut savoir, et vous savez probablement au GEPS, qu'il existe de nombreux moyens de lutter contre le suicide. Des revues, notamment Mann en 2005, l'établit, et Salzman en 2016 aussi, reprennent l'ensemble des procédures. De façon plus synthétique, qu'est-ce qu'on peut observer? Je ne sais pas vers où orienter le pointeur pour que ça suive. Je ne sais pas si c'est une orientation. En tous les cas, donc les grands axes, le premier bien connu, c'est la limitation des accès aux moyens létaux. Et on voit par exemple pesticides et agriculteurs, il y avait des études qui montraient que quand on sécurisait le lieu où on stockait les pesticides, notamment ceux qui pouvaient être létaux, on arrivait à diminuer les conduites suicidaires et la mortalité par suicide. Prévention dans l'établissement hospitalier, sans spoiler, justement Charlotte Mull va vous parler du dispositif au sein de Clinéa notamment, pour lutter contre le suicide, puisqu'on sait très bien que nombre de suicides arrivent à l'hôpital et ou dans certains établissements comme le milieu pénitentiaire. On continue donc avec le traitement, les pharmacothérapies, psychothérapies. Là encore, 2 intervenants vont suivre pour parler des psychothérapies et des approches qui peuvent apporter des ressources dans ce domaine-là. C'est pas le moment que je reçoive un appel, hein, alors que j'utilise mon téléphone. En tous les cas, pharmacothérapie, c'est le traitement des dépressions en particulier, et notamment l'usage des antidépresseurs, ça vous le savez, et plus récemment on peut aussi se réjouir des nouvelles molécules à disposition, qui sont des vieilles molécules mais des nouveaux usages, notamment la kétamine qui fait apparemment la preuve de son efficacité pour la crise suicidaire, donc traitement de crise plus ciblé. On continue, et puis pour vraiment voir que la prévention, c'est vraiment l'affaire de tous, là encore, et que c'est global, pour en arriver à la question de la formation et de l'éducation de la population, là encore, ça a été décliné ce midi avec le groupe de travail sur la prévention de suicide au sein du Conseil national pour la santé mentale. Formation des médecins généralistes et des psychiatres et leurs relations entre eux. Là, pour le coup, vous avez déjà eu la présentation du docteur Bensoussan qui vous a présenté un moyen d'interagir entre médecins généralistes et psychiatres. Et on sait à quel point c'est important, puisque vous l'avez entendu à plusieurs moments dans le congrès, nombre de patients qui décèdent par suicide consultent leur médecin généraliste avant de faire leur geste, notamment dans le mois faire leur geste. Et ceci est encore vrai lorsqu'ils ont un suivi psychiatrique. C'est-à-dire que même en ayant un psychiatre et être suivi par un psychiatre, le dernier passage, c'est souvent chez le médecin traitant. Donc c'est une information importante et qui confirme qu'on a besoin de s'appuyer sur les médecins traitants pour faire cette prévention du suicide. Enfin, dernier point, et on va arriver à vigilance, vous le voyez, la question des dispositifs de suivi des suicidants qui est fondamentale puisque les personnes qui ont fait un premier geste ou un deuxième geste ou un troisième geste auront de grands risques plutôt de se donner la mort ou de recommencer. Et donc la question du suivi rapproché, du case management et en particulier du recontact et de la veille vient nous amener à la question de vigilance.
Voilà un petit peu ce qu'on vient de décrire de façon succincte, hein, les différentes zones sur lesquelles on peut intervenir. Et pour replacer vigilance dans tout ça, c'est à ce niveau-là que ça se situe, c'est dans le suivi des personnes qui ont déjà fait une tentative de suicide. Alors c'est une petite place, mais il faut investir tous les champs de la prévention si on veut avoir un résultat. Pourquoi s'investir dans cette partie? Je viens de vous le dire en partie. Lorsqu'on regarde les données, notamment en France, par le docteur Shanchi, qui a étudié au sein de l'INVS, donc maintenant Santé publique France, les données du PMSI et des résumés aux urgences, on observe que la plupart des tentatives de suicide restent, pour 50% d'entre elles, donc 1 sur 2, moins d'1 jour dans l'hôpital, et pour quasiment toutes, 90% d'entre elles, moins d'1 semaine, ce qui laisse peu de place à organiser parfois tout le suivi que l'on voudrait, et les personnes ressortent ensuite. Donc 70% de retour à domicile, 20% seulement vont être hospitalisés après en psychiatrie de façon plus durable. Et puis, on observe, alors dans cet échantillon-là, c'est assez exhaustif, c'est les données françaises, entre 2007 et 2011, donc ils observaient qu'il y avait à peu près 4% de tentatives de suicide qui revenaient à l'hôpital dans le mois suivant leur geste, et donc 12% à 12 mois. Et c'est ainsi que l'on propose Vigilance. Vigilance en Languedoc-Roussillon. Donc, comment ça se passe? C'est un réseau de prévention des récidives, vous l'avez compris, des réitérations, si je veux m'imposer à moi-même l'élément de langage, qui a pour but de faire du lien, de former et informer, et qui, l'entourage et aussi le médecin traitant et le psychiatre traitant en faisant une ligne professionnelle. Et puis, surtout, Vigilance, c'est pour le patient. C'est un outil avec 3 principes actifs, on va dire. Une partie qui est la carte de crise que l'on remet à la sortie de toute hospitalisation, quel que soit après 24 heures ou après quelques jours, on peut remettre à la sortie cette carte-là. Et on organise un rappel entre 15 jours et 3 semaines. Voilà, c'est un choix qui est des fois discuté. En tous les cas, c'est le choix qu'on a pris. Et pour ceux qui ne répondraient pas à l'appel, on peut envoyer des cartes postales. Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire ici. À la sortie des urgences, on part avec une carte vigilance. C'est quelque chose qui engage, c'est un numéro que l'on peut solliciter. Et à Montpellier en particulier, on envoie une carte postale systématiquement de départ pour rappeler au patient qu'il est dans le dispositif vigilance et qu'il peut nous appeler, que nous, en tout cas, on pense à lui. Et c'est quelque chose qui est important. Pour la partie de ceux qui réitèrent leurs gestes, qui ont déjà des antécédents de conduite suicidaire, il est prévu ce fameux rappel téléphonique qui est organisé par les infirmières vigilanceuses, donc qui vont prendre le temps d'appeler à 10 à 21 jours un patient qui est sorti des urgences pour savoir si les choses se passent comme prévu, c'est-à-dire comme on le signale sur le compromis de sortie. Est-ce que vous avez repris contact avec votre CMP, avec votre médecin? Est-ce que les choses s'arrangent? Est-ce que les choses vont mieux? Quand le patient n'est pas joignable, on envoie les cartes postales de façon personnalisée dans la mesure du possible, avec une série de 4 envois. Et ce qui est important, et on l'a déjà illustré, c'est vraiment le lien et la collaboration avec le médecin traitant qui est en première ligne et le psychiatre traitant. C'est qu'à chacune des étapes, de façon systématique, on envoie un courrier pour informer la situation. Par exemple, après l'appel du 21e jour, on va dire, nous avons bien eu monsieur qui était hospitalisé, qui est resté quelques jours, et aujourd'hui il va bien, aujourd'hui il va moins bien, et puis le médecin traitant est informé de ça. Il est à chaque fois informé qu'il peut nous rappeler s'il veut plus de précision ou des outils ou des conduites à tenir peut-être par rapport à ces patients-là. Voilà un exemple de carte postale, on en a d'autres. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on travaille apparemment, et c'est une bonne idée géniale de travailler avec les gens qui produisent de l'art ou les milieux culturels pour avoir des cartes qui soient un peu plus étoffées, même si les coquelicots c'est très joli par ailleurs. Voilà, alors petite interlude avec un film pour vraiment poser ce que c'est, parce que tout le monde n'a peut-être pas eu la chance d'avoir une présentation sur le dispositif vigilance. Est-ce que je dois appuyer? Non. Je ne sais pas si, s'ils peuvent lancer le film, la régie. Ah, voilà. En France, on dénombre une tentative de suicide toutes les 4 minutes. L'Agence régionale de la santé a confié au CHU de Montpellier la mise en place du dispositif de veille auprès des établissements de santé de la région. Vigilance LR. Vigilance, c'est une équipe pluridisciplinaire. Une assistante médicale, une attachée de recherche clinique, un médecin coordonnateur,
un cadre de santé, ainsi qu'une équipe de 4 vigilanceuses composée d'infirmières et psychologues spécialement formées à l'intervention de crise par téléphone. Cette équipe est intégrée au sein du centre d'appel SAMU et SDIS 34. À sa sortie, tout patient ayant fait une tentative de suicide reçoit la carte ressources avec le numéro d'appel du dispositif et une note d'information sur le dispositif. Dans le même temps, le soignant envoie un fax au dispositif. Ce fax est fondamental pour l'entrée du patient. Il contient les informations minimales pour la prise de contact. Une fois entrés dans le dispositif, les patients ayant déjà un antécédent de tentative de suicide sont appelés par les vigilanceuses dans les 10 à 21 jours de la sortie. À la suite de ces appels, des interventions adaptées se déclencheront si besoin. Un rendez-vous en urgence, un nouvel appel téléphonique ou des cartes postales personnalisées. À chaque appel, le patient est prévenu par un SMS et un compte-rendu est adressé aux correspondants médicaux. Pour tous les patients, un appel téléphonique est réalisé à 6 mois. Lorsque cette communication est impossible, un envoi de carte postale est programmé. Pour les patients entrés dans le dispositif à la suite de leur premier geste suicidaire, nous envoyons une carte spécifique afin de leur rappeler leur entrée dans la veille. C'est une particularité du dispositif Vigilance Languedoc-Roussillon. Il est très important que les fax soient remplis correctement afin d'avoir les informations minimales concernant le patient qui entre dans la veille. En particulier, le nom de la mairie de naissance. Identifier une personne ressource. Cela nous permet de partager nos inquiétudes en cas de non-réponse du patient. Cette information est capitale. Le facteur déclenchant et le contexte de sortie sont des informations précieuses pour l'équipe. En effet, il est important de savoir dans quelles conditions a été élaborée la tentative de suicide et ce qui est prévu en termes de prise en charge. En conclusion, Vigilance est une équipe, mais c'est avant tout des soignants et des médecins qui se mobilisent à travers toute la région pour améliorer la prévention du suicide. Actuellement, 5 centres sont ouverts en Languedoc-Roussillon, Perpignan, Carcassonne, Nîmes, Montpellier et Béziers. À ce jour, plus de 800 personnes ont pu bénéficier du dispositif Vigilance à travers la région. Ensemble, continuons à tisser le réseau Vigilance. Voilà, donc j'enchaîne parce que finalement le générique est intéressant, c'est l'équipe, je vais en reparler, en dire un mot très bref, parce que le temps presse probablement. Donc est-ce que ça marche là encore, on va faire contracter. Oui, ça marche, plusieurs études le prouvent. Une étude référence en tout cas sur ce qui concerne l'envoi de lettres, c'est celle de Jérôme Motto, publiée en 2001, où on voit une évolution, mais je ne prétends pas commenter tout ça. Ça fonctionne encore dans des études récentes qui ne sont hors vigilance, c'est le recontact. Ça fonctionne également avec des taux de récidive qui sont inférieurs lorsqu'il y a le contact téléphonique qui est mis en place, et ceci à au moins 1 an. Et alors, comment ça marche? C'est peut-être la question qu'il faudrait qu'on se pose des fois. C'est pas de la magie, justement. Je vais vous mettre cette image-là, mais c'est pas de la magie. Non, au contraire, c'est probablement le fait d'arriver à être au plus proche et avoir une personnalisation de l'individu quand on fait les envois au recontact. C'est l'idée de partager l'inquiétude, qui est quand même un concept bien partagé au sein du GEPS, la clinique du souci notamment, et favoriser les liens privilégiés entre certains intervenants. L'effet vaccin, c'est quelque chose que je souligne, puisque assez fort des expériences lilloises, on voit que plus c'est pratiqué, plus ça fonctionne. Donc je me dis, c'est un peu comme un vaccin, plus on en fait, plus c'est efficace pour avoir une certaine couverture. Donc c'est pour ça qu'il est important de mobiliser chaque intervenant pour qu'un maximum de patients puissent bénéficier. C'est quand on est systématique qu'on est efficace dans ce genre de pratique. Et l'effet que je n'ai pas écrit, c'est probablement un effet Pygmalion, c'est-à-dire avec une dynamique et une émulation, et c'est ce qu'on peut revoir quand on inclut tout le monde. Hein. Souvenez-vous encore une fois, la prévention routière, c'est l'affaire de tous. Donc qui, quand commence, c'est-à-dire qui, c'est toutes les thèses qui sortent, comment le film l'illustre très bien. Notre équipe est composée de deux équivalents temps plein infirmiers, donc en mi-temps, donc ça fait 4 infirmières, enfin 3 infirmières et une psychologue, une secrétaire à temps plein, Marie-France Solaire d'ailleurs, qui a beaucoup été occupée avec l'organisation du congrès. Vous la connaissez, elle est incontournable dans ce cas-là. Et puis, moi-même pour ce qui concerne la partie médicale. Voici l'équipe, je les remercie à tous pour leur investissement.
L'état du déploiement, le film, on l'évoque très peu, mais en fin de compte, ça a évolué. Donc, on est en train de discuter avec d'autres établissements, notamment à Alès, notamment à Bagnols-sur-Cèze, qui ont débuté là incessamment sous peu. Je prends contact avec cette très prochainement, enfin j'ai commencé par mail. Donc c'est vraiment en train de se répandre, et si on met ça dans une dynamique plus nationale, on se rend compte que... il faudra changer les piles peut-être, on se rend compte qu'il y a une dimension qui commence à prendre avec cette idée de vigilance, et je crois que c'est très important de comprendre cela. Soit dit en passant, le Languedoc-Roussillon, même si à l'échelle Occitanie, on est effectivement une région qui sort de l'axe présenté ce matin par le professeur Walter, néanmoins, quand on regarde les chiffres de l'ex-région, effectivement, on est une région avec un taux de suicide un peu plus élevé que la normale, ce qui nous implique d'autant. Voici... Voilà, donc à ce jour, on doit probablement être à 1000 patients, hein, puisque ça, c'est des chiffres qui étaient encore récents, mi-décembre. Donc on a enfin atteint 1000 patients, c'est quand même pas rien, c'est plutôt important et on est très fiers de ça. Alors j'essaie de vous communiquer ça, mais c'est le cas, avec une progression constante du nombre de patients qui en bénéficient et on continue à mobiliser le réseau. Globalement, qu'est-ce qu'on sait de ces patients? Il y a plus de femmes que d'hommes, c'est pas surprenant, puisque ça correspond à ceux qui réalisent des gestes suicidaires. Il y a à peu près une équivalence entre les premiers gestes et les réitérations de gestes. Et la répartition par centre, bon, Montpellier prend la place parce qu'effectivement on est un plus gros centre, mais je salue tous les centres qui sont présents parce que ce n'est pas une logique de chiffres, c'est une logique d'être systématique. Et Béziers par exemple, qui a commencé très récemment, est apparent sur ce graphique parce que dès le début il y a une bonne implication et je les en remercie. Voilà, donc les appels entrants, globalement on a eu 400 appels entrants, c'est un cas particulier, c'est notamment ceux qui ont la carte et qui s'en saisissent, qui ne sont pas rappelés par ailleurs. Soit de l'entourage, soit des patients eux-mêmes, et des professionnels, seulement 28 appels entrants, c'est encore en train de se mettre en place, mais il faut un certain temps pour que l'habitude vienne de collaborer. Et je vois que collaborer entre médecins traitants et psychiatres, c'est quelque chose qui a du sens et qui prend de plus en plus de forme. 34 situations de danger imminent évitées, ça veut dire que soit on a été obligé de contraindre, d'amener la personne à aller aux urgences accompagnée par une personne de confiance, soit on a dû déclencher un envoi de secours parce que soit geste imminent à éviter. Donc ce sont des indicateurs intéressants. Voilà, les perspectives, et je vais finir sur ça, hein, les perspectives sont de continuer de développer le réseau en région pour limiter aussi les inégalités sociales de santé, point important, et puis créer une émulation, une dynamique autour de la lutte anti-suicide, et je pense que Vigilance est un bon outil pour aussi contribuer à cela. Favoriser un rôle de case management, c'est-à-dire aller au-delà du simple appel pour voir la crise et plutôt réfléchir comment on organise et on oriente. Et c'est vrai que naturellement, le glissement se fait vers cette vocation-là avec nos vigilanceuses qui commencent à avoir une bonne idée de la cartographie de l'offre de soins, qui est toujours une question, et qui arrivent à orienter comme ça, à rappeler directement les médecins, les psychiatres, la famille, l'entourage. Et ça fait les prises en charge, certes par télécommunication, mais tout aussi efficace et facilement mobilisable. L'idée, c'est de contribuer à une filiarisation des conduites suicidaires d'une certaine façon. Les perspectives aussi autour de la formation, on l'a dit, formation très importante. Le piège de la formation, c'est qu'elle est quand même soumise à ce que ce soit une formation volontaire, bénévole, et c'est logique, on ne va pas contraindre les gens à se former. Néanmoins, je pense que la vigilance a tout à fait sa place, parce qu'on pourrait imaginer faire un système un petit peu de dépistage des personnes qui devraient ou qui pourraient se former, et notamment en contactant les médecins dont les patients viennent de rentrer pour une TS. C'est-à-dire qu'un repérage, grâce à Vigilance, on a un repérage des tentatives de suicide, on pourrait imaginer qu'automatiquement, en fonction, on sollicite ces personnes-là qui ont été confrontées. Parce que n'oublions pas que malgré l'importance que l'on consacre au suicide, pour la vie d'un médecin généraliste, c'est plutôt rare en fait, et ils ont l'impression, enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins confrontés, hein, c'est comme toute personne avec toute pathologie, mais globalement, c'est plutôt un événement qui est rare, qui est certes très important et qu'il faut accompagner, sur lequel on peut lutter, mais les médecins traitants, moi j'en ai rencontré plusieurs dans le cadre de ma thèse, disent « oh c'est plutôt rare en fait », et puis après il y a toute une éducation à faire sur qu'est-ce qu'une conduite suicidaire, parce qu'il y a pour certains des vraies et des fausses tentatives de suicide, mais tout ça peut se discuter. En tout cas, Vigilance peut être le point d'appel pour la formation et que ce soit une formation dépistée par rapport à des gens, puisqu'effectivement, quand on a été confronté à une situation, on y est peut-être plus sensible pour se former et avoir des ressources. Voilà, les perspectives. Alors, un champ d'étendue possible, la vigilance permet aussi cette innovation, et l'innovation est très importante, c'est à la base de tout processus. C'est pour ça qu'à la fois, il y a une dimension de réseau, et à la fois l'idée que chacun peut apporter, partager son expérience. Et il y a de nombreux endroits où déjà, avant vigilance, il y a du recontact, et il faut qu'on aille se rencontrer pour créer cette dynamique et bénéficier des expériences des uns des autres.
toute l'innovation est importante, puisque dès qu'on tombe dans quelque chose de systématique, on voit que les effets s'épuisent. Les études le montrent, les cartes postales de moto et les autres. Dans le temps, il y a un phénomène qui disparaît, parce qu'il faut qu'on innove, et c'est un peu notre rôle. Enfin, j'en reviens à mon logo et de la sécurité routière, tous responsables. On pourrait ensemble peut-être imaginer d'une certaine façon que sur la prévention du suicide, nous soyons tous vigilants. Et malheureusement, ça ne fait pas le même effet. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi j'en avais une du coup, Charlie. Il y a une question. Mais je voulais savoir, parce que c'est vrai que même nous dans le service, on a un système de recontact téléphonique des patients. Finalement, quel est le plus de vigilance ou quelle est sa spécificité par rapport à ce qu'on peut faire des fois en tout venant, de rappeler les patients quand ils sortent et tout ça? Je pense, et c'est vrai que c'est le service dans lequel tu travailles. On travaille ensemble avec Lucille, on est dans deux couloirs qui sont côte à côte, et on travaille ensemble. Et justement, c'est pas en opposition. Il faut s'appuyer sur les structures existantes, et c'est ce que j'essaie de répéter. C'est ce pour lequel on est tous convaincus, c'est qu'il ne faut pas opposer des systèmes, mais les faire fonctionner ensemble. Et ça, on le retrouve dans tous les champs possibles. Et en fait, le fait qu'il y ait des personnes qui rappellent, c'est pas très très important. Au contraire, c'est efficace. Ce qu'il faut arriver, c'est à se mobiliser ensemble. Et notons quand même que Vigilance apporte d'autres choses, c'est favoriser les acteurs de la prévention du suicide qui réfléchissent entre eux. On prévoit de faire une journée de réunion de tous les centres Vigilance du Languedoc-Roussillon pour échanger sur nos pratiques et pour questionner quelle est la prévention, quelles sont nos mesures sur la lutte contre le suicide. Et donc il y a un effet bénéfique aussi avec des contacts systématiques de tous les patients et des médecins et du réseau et de l'entourage. Il y a vraiment aussi cette partie plus systématique et globale dans le suivi. Voilà. Oui, je voulais vous demander comment vous informez les médecins généralistes et les psychiatres du geste suicidaire, de l'inclusion dans Vigilance de votre travail et par quels moyens vous les informez? Elle utilise un moyen assez formel et simple qui est le courrier dont il était question aussi dans la présentation du docteur Bensoussan, c'est-à-dire le courrier classique qui fait les échanges entre médecins le plus souvent. De façon systématique, dès qu'un patient rentre dans notre dispositif de veille vigilance, le médecin traitant et le psychiatre traitant déclaré donc au moment de l'inclusion vont recevoir chacun un courrier qui à la fois va présenter le dispositif, bien sûr, en expliquant ce que c'est, puisque, comme vous l'avez compris, c'est quelque chose d'innovant, de relativement récent, et puis donner le numéro d'appel si des questions sont là complémentaires pour le suivi. Et en parallèle, il y a un petit compte-rendu qui dit « Nous avons votre patient qui a été hospitalisé à tel endroit pour une tentative de suicide. » Voilà. Si je peux me permettre, vous avez juste je parle là au nom après la présentation du RPS en même temps, vous avez juste un moyen qui est... ça peut être très intéressant de travailler aussi institutionnellement le lien avec la médecine de ville autour de cette information qui est précieuse. Il y a sur la Midi-Pyrénées Medimail, qui est la messagerie sécurisée, qui a modifié radicalement les relations, et peut-être que Vigilance pourrait être une porte d'entrée, puisque le projet de l'ARS est de l'étendre, et puis ça a été décidé de l'étendre régionalement sur la nouvelle région. Ça pourrait être très intéressant de travailler déjà sur des outils qui sont instantanés, adopté par les médecins, facile dans l'usage. Alors c'est certain, vous avez raison, je vous rejoins à 100%, mais on dépasse largement le cadre de la prévention du suicide. On est dans les questions des nouvelles communications entre les médecins, des rapports aux uns aux autres, avec MS Santé et Apicrit, dont l'un est en train de prendre le dessus sur l'autre, qui sont les deux systèmes de messagerie sécurisés. Pour avoir échangé avec quelques médecins généralistes sur cette question-là, ils nous expliquent que de plus en plus les CHU organisent des communications utilisant les messageries cryptées, mais c'est encore pas tout à fait rentré dans les mœurs, même s'il faut qu'on s'y mette, pour arriver à avoir ce genre de communication. J'ai en tête un médecin qui me disait « Je m'y suis mis, mais je ne sais pas s'ils ont mon mail, je ne sais pas si je peux leur écrire. » Donc l'outil est encore pas facilement... mais il y a juste 1 million d'échanges en Midi-Pyrénées. Bien sûr.